Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de ce test et cette revue de l'Epson QB1000. Cette fois-ci, on va s'attaquer un petit peu au menu, voir ce que cela donne et regarder un petit peu l'état d'alignement des matrices. Donc le menu, le voici. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de choses de ça disponibles. Les éléments, les derniers éléments que vous avez utilisés se retrouvent tout en haut. Donc là, on voit par exemple que j'ai été joué récemment avec tout ce qui est de traitement vidéo, d'amélioration d'image. La puissance du laser qui est actuellement à 50% parce que je suis en train d'afficher le bureau Windows en SDR en ce moment, des informations. Ensuite, on a le menu images. Donc là, vous avez plusieurs modes de couleurs qui sont disponibles. Donc, on peut le voir ici en bas. Le mode cinéma, alors moi, de ce que j'ai vu dans ma calibration, c'était le meilleur mode duquel il fallait démarrer. Le mode naturel était aussi très bien. Bon, les autres, bien sûr, vif dynamique à déconseiller. C'est juste pour faire joujou sur je pense, du contenu sport ou des dessins animés, mais c'est pas vraiment sérieux pour le cinéma. Donc le mode cinéma, moi je suis parti de ce mode-là. Donc ensuite, à vous de mesurer avec votre sonde quel est le meilleur des modes pour démarrer. Ensuite, je n'ai pas touché à ces différents paramètres, c'est les valeurs classiques que vous pouvez connaître. C'est plutôt sur la balance des blancs que je suis allé jouer. J'ai trouvé ça assez bien fait. Sur les échelles de gris, par exemple, ça va vous afficher une mire de chacun des valeurs de couleur. Vous voyez, je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre. Et à vous de mesurer ensuite pour vous débrouiller pour que ça soit le plus équilibré possible sur tout ce qui est courbe RVB pour avoir une courbe la plus plate possible. Donc moi, je vous partagerai les mesures dans l'article, mais ça m'a permis d'avoir une calibration aux petits oignons. Donc ça, c'est assez bien fichu. Donc on va revenir là où on était. Juste après la balance des blancs, donc je crois qu'on a regardé ça, oui, on a les différentes températures de couleur. Bien sûr, tout ce qui est... vous pouvez jouer sur la courbe, sur la fin de la courbe ou sur le gain global de rouge, vert, bleu, donc des choses assez classiques. Dans le cas du SDR, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, j'ai juste joué avec la balance des blancs et j'ai eu une courbe directement assez nickel, comme on pourrait voir sur les mesures dans l'article. Vous avez un mode d'interpolation, donc pour un fluidificateur d'image si vous voulez. Il est de 4 niveaux, off, bas, donc moi c'est mon mode préféré. En général, j'aime pas trop les fluidificateurs, donc je suis toujours entre bas et off, normal et haut. Le mode bas fonctionne super bien, j'ai trouvé. Un petit peu trop fluide pour moi de temps en temps. Je préfère quand même celui que j'ai pu tester sur mon JVC, mais il est vraiment excellent, je pense, et il satisfera la plupart des gens. Ensuite, il y a des gens qui adorent normal et haut, donc c'est vraiment une sensibilité personnelle, ça. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer sur le contraste dynamique. Il est de 3 niveaux, soit off, si vous n'aimez pas du tout ça, ou les effets de pompage. Moi, j'ai retesté le mode normal et haute vitesse. J'ai été assez agréablement content des deux modes. À vous de voir ce que vous préférez. Le mot haute vitesse, forcément, va potentiellement générer plus de problèmes. Ensuite, vous avez tout ce qui est amélioration d'image. Donc là, je l'avais mis sur off parce que je testais des choses sur le bureau Windows. Vous avez 5 pré-réglages disponibles qui vont plus ou moins accentuer l'image, le sharpness de l'image. Donc nous, quand on a fait nos tests tous ensemble, on hésitait entre le pré-réglage 2 et le pré-réglage 3 de ce qui nous plaisait. Bien sûr, ensuite, vous pouvez modifier les valeurs de ce pré-réglage si jamais ça ne vous convient pas. Donc, la réduction du bruit, ce genre de choses, le Super Resolution qui va faire un petit peu de sharpen là-dessus. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Nous, le pré-réglage 2 était celui qui nous semblait le plus équilibré, c'est-à-dire qui ne générait pas trop de problèmes tout en améliorant l'image de manière sensible. Ensuite, vous avez la gestion des gammas, donc les choses assez classiques. Vous pouvez voir les différentes courbes. Vous pouvez éventuellement faire votre gamma personnalisé. Alors, on ne le voit plus sur le côté, mais vous pouvez jouer sur votre courbe de gamma si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pas mal fichu. Hop, je vais me remettre sur 0. Donc ensuite, vous pouvez jouer sur, si vous voulez calibrer les couleurs, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Alors moi, bonne surprise à nouveau, une fois que j'ai fait ma calibration de ma courbe de gamma, j'ai pas eu du tout besoin de jouer sur les teintes et saturations, etc. Les couleurs en SDR étaient vraiment parfaites. Donc, je ne sais pas si j'ai eu de la chance avec ce modèle, mais en tout cas, c'était une bonne surprise. Et bien sûr, vous pouvez réinitialiser l'ensemble. Sur les sources, ensuite, vous pouvez voir
que je suis sur la HDMI 1, gestion des aspects, le truc assez classique, hein, est-ce que vous avez de l'anamorphique ou pas, est-ce que vous voulez zoomer l'image, bon, souvent on laisse ça en automatique. Ensuite, sur la source, on voit le format du signal. Donc là, sur la plage vidéo, je suis en automatique, mais vous pouvez soit passer en format vidéo, on va dire standard, 16-235, ou en complet 0-255. Donc vous pouvez forcer un mode si jamais cela ne vous convient pas. Gestion de l'overscan, moi il est en off. Gestion des couleurs, donc automatique avec les deux espaces de couleurs, BT 709 ou BT 2020. À nouveau, je vous incite à laisser ça en automatique, je pense, sauf si peut-être vous faites la gestion d'un processing externe. La plage dynamique, donc ça va être la gestion du HDR ou du SDR. On peut voir qu'on est en automatique, sinon on a le support du HDR10, HDR10+, donc avec des métadonnées dynamiques, ou le format HLG qui est quand même assez rarement utilisé dans nos installations. Et on voit qu'en ce moment, je reçois un signal de type SDR. Traitement d'image, alors là, on a un truc qui est sympa, c'est qu'on a la gestion de l'ALM pour pouvoir faire de la basse latence automatique, ça c'est bien pour les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, j'ai pas trop suivi à quoi ça servait. La gestion de, qu'est-ce qu'il dit dans la... Modifie le réglage si l'image contient du bruit, si aucune image n'est entrée via le port d'entrée HDMI. Donc, il faudra que je lise la notice. J'avoue que j'ai pas compris à quoi ça servait, cette partie-là. Le DID, on voit que j'ai essayé de faire des modifications ici parce que j'ai pas eu de chance. Je pense que c'est lié à une incompatibilité avec mon Storm Audio. Je n'arrive pas à faire entrer du 4K 120, ce qui m'intéressait vraiment pour tester la partie gaming, puisque ce projecteur a un niveau de latence qui est particulièrement bas, mesure autour des 19-20 millisecondes. J'ai pas réussi à faire entrer, donc je pense que je retesterai en direct pour finir l'article. Je pense que ça fonctionne et que c'est mon Storm et l'Epson qui discutent pas bien ensemble. Donc j'avais essayé de modifier un peu le DID pour voir si ça améliorait les choses, mais ça n'a pas amélioré les choses. Mais vous voyez, vous pouvez éditer le DID de l'une ou l'autre des deux prises HDMI qui sont disponibles à l'arrière du projecteur. Alors, bon, sur la liaison HDMI, à nouveau, vous pouvez contrôler éventuellement, vous savez, les périphériques qui y sont branchés, savoir si vous voulez les démarrer en même temps que le projecteur ou pas. Ce qu'on va voir ensuite, c'est sur les mires. Donc, vous pouvez afficher une mire pour pouvoir afficher finalement un petit peu si tout est bien aligné. Donc, oui, donc sur cette mire, c'est une mire assez classique à nouveau. Hein. Vous allez pouvoir tester l'alignement des panneaux notamment, la netteté, etc. Voir si tout va bien du côté du projecteur. Donc c'est bien qu'il y ait une petite mire intégrée, sinon rien ne vous empêche d'utiliser vos propres mires à disposition. Donc on va revenir dans le menu. Hop, donc on en était là. On peut bien sûr isoler les différentes couleurs, je ne l'ai pas vu. La projection, là on est en mode avant bien sûr, puisque c'est la plupart du temps que vous allez être comme ça. Vous pouvez éventuellement le mettre retourner au plafond, ça c'est pour pouvoir gérer comment vous le souhaitez l'installer. Correction géométrique avec le Keystone. Alors ça, je pense que j'espère que vous le savez, il faut éviter au maximum d'utiliser la correction Keystone, puisque c'est de la correction géométrique numérique qui va donc abîmer le signal. Donc placez au mieux votre projecteur, faites attention, ça c'est vraiment utilisé en dernier recours, ce genre d'artifice. Moi je vous déconseille fortement, et puis normalement si vous faites attention à votre placement, tout devrait bien se passer, surtout que, on va le voir, ce projecteur supporte le non-shift horizontal, vertical et le zoom électrique, donc tout est gérable à la télécommande. L'obturation, ça je pense à nouveau, c'est si jamais vous rentrez pas tout à fait dans votre écran et que vous voulez couper une partie de l'image. Alors à noter que l'image sera pas totalement noire, puisqu'en fait c'est un masquage numérique à nouveau, ça empêche pas la lumière de passer sur une partie de la matrice, mais ça peut vous aider de temps en temps si vous êtes loupé également. Mode haute altitude, je suis pas en haute altitude donc j'en ai pas besoin. On va descendre un petit peu le signal. Sur signal en baissant le menu. Écran sans signal, moi j'ai choisi de le laisser par défaut en noir, d'avoir un écran de démarrage Epson. Voilà, la couleur du menu on l'a laissé en noir. Voilà, on va passer sur l'alignement des panneaux, donc ça c'est intéressant. Je pense que vous allez pouvoir voir un certain nombre de choses. Donc là, je l'ai mis en on. La couleur, vous avez deux couleurs, vous allez pouvoir bouger le rouge ou le bleu. Donc le vert, c'est toujours statique sur les projecteurs trimatrices. Vous choisissez l'alignement du rouge ou du bleu. La couleur du motif. Et là, vous allez pouvoir démarrer les réglages.
hop, donc soit vous décalez le panneau complet, et donc moi quand j'ai accès à ce mode-là, ça me posait un problème puisque j'arrivais à avoir une image relativement nette à gauche par exemple, mais si je l'alignais nette à gauche, je perdais à droite et vice-versa. Donc l'alignement complet ne me convenait pas dans mon cas. Donc vous avez un autre mode qui est ajusté des quatre coins, donc si je l'active, vous n'allez pas forcément le voir, mais en haut à gauche, il y a un petit carré orange. Et ici, donc, ça me dit que je vais bouger cette partie-là de l'écran pour faire l'alignement en fait des panneaux sous un sous-ensemble. Et ensuite, là, on voit que j'affiche en ce moment la possibilité de gérer cette partie de l'écran. Et on va continuer. Vous devriez voir au bout d'un moment, là, je gère en bas à droite. Et là, je gère en bas à gauche, vous devriez le voir à l'image, pour dire que je gère cette zone-là avec du coup l'alignement des panneaux. Et on voit ici que j'ai légèrement bougé. J'ai dû bouger un peu plus certaines zones que d'autres, ce qui est assez logique puisque j'ai une différence assez marquée entre la partie gauche et droite de l'image. Mais allez, ensuite, une fois que c'est fait, tout fonctionne très bien. Donc ça, c'est la gestion d'alignement des panneaux. Hop, on va revenir en arrière. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le sauvegarder tout simplement. Hop, où est-ce que j'en étais? J'en étais, hop, ici. Vous allez pouvoir sauvegarder, hop, sauvegarder dans une mémoire par exemple. Hop, c'est fait. Et je peux revenir en arrière. Ok. On peut ensuite gérer la puissance lumineuse du laser. Donc vous avez une touche sur la télécommande pour le faire, hein, si vous voulez y accéder directement. Là, je suis en laser minimum 50%, donc je ne peux pas descendre en dessous. À la mesure, là j'ai un écran de 3 mètres de base micro perforé, une toile Screenline blanche, donnée pour un gain 1. Alors on doit être un peu en dessous, hein, vu que c'est une micro perforée, mais en tout cas annoncé pour du gain 1. Je suis à 70-71 nits, comme ça, donc je ne peux pas descendre en dessous. Donc je suis au-dessus des recommandations SDR, à savoir. Ce qui prouve bien que ce projecteur-là est vraiment adapté plus pour des très grandes bases, on va dire, hein, 3 mètres ou plus, pour pouvoir être à l'aise, pour être dans son élément, je dirais. Ensuite, vous avez des paliers. Dès que vous commencez d'être au-dessus de 50%, il commence à faire un petit peu plus de bruit. Ça reste très discret. Vous pouvez faire monter jusqu'à 85%. Vous voyez, là, il devrait y avoir la luminosité qui monte un petit peu là. C'est un projecteur qui a beaucoup de patates lumineuses, hein. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ce projecteur. Et arriver à 85%, c'est le dernier palier avant d'avoir le ventilateur qui va faire le maximum de bruit. Donc je ne pense pas que vous allez l'entendre là parce qu'il est quand même à presque 4 mètres de moi. Mais du coup, voilà, je pense que pas mal d'entre vous vont certainement s'arrêter à 85%. Moi, c'est le mode que j'ai utilisé pour faire ma calibration HDR et pour faire les tests en HDR, parce que dans ma salle, pour faire ce test-là, il est juste derrière ma tête. Et pour être honnête, à 85% en film, alors qu'il était collé à ma tête, ça m'a gêné, ça m'a pas du tout gêné. Donc franchement, c'est un projecteur assez silencieux. En tout cas, moi, je ne connaissais pas les Epson d'avant, mais ce QB1000, moi, je le trouve très, très agréable en termes de bruit pour ma part. Vous pouvez lancer l'alimentation dès qu'il reçoit le courant. Ça, c'est des modes. Si jamais vous faites perdre le courant et vous voulez redémarrer votre projecteur, c'est plutôt, je pense, pour des salles type bureau que pour des salles cinéma. La gestion de la mise en veille. Voilà, vous pouvez le déteindre après 20 minutes. On va faire remonter tout ça. Hop. Alors, je dois être honnête, je suis pas un grand fan des menus de l'Epson, hein, donc ce défilé-là de manière perpétuelle verticale, j'aurais préféré un alignement par panneau, en fait, comme j'ai l'habitude. Mais bon, j'imagine que c'est une question d'habitude. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des triggers, donc bien sûr, si jamais vous avez un écran électrique que vous voulez qu'il descende lorsque vous démarrez le projecteur, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de verrouiller que plus personne ne touche les objectifs, les réglages que vous avez faits. Qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant? On va continuer de descendre. Hop. La langue, on l'a laissée en français pour vous faire plaisir. Vous avez des informations du projecteur. Voilà, on a 170 heures. Donc on nous l'a donné, on était à 150 heures. Donc on a joué tous ensemble avec le projecteur pendant 20 heures. Alors moi, soit tout seul avec ma chérie, soit avec les copains de HTFR, lorsqu'on a fait toute une après-midi de test pour le tester ensemble. Et vous avez des informations sur le type de signal entrant. Voilà, vous pouvez afficher d'autres choses, hein, c'est l'état du système. Donc là, on va voir la température actuelle, est-ce que tout se passe bien, voilà, donc différents types d'informations.
l'input signal, donc on reprend un petit peu ce qu'on a vu juste avant, donc vous pouvez avoir des informations, vous voyez que je suis en 8 bits RGB, que je suis en sortie de mon PC là sur du SDR, ok. Donc ensuite vous pouvez tout réinitialiser ça, vous avez une gestion du réseau pour pouvoir contrôler le projecteur en réseau, moi je l'ai pas mis en place. Et ensuite, vous avez gestion des mémoires images. Alors ça, c'est-à-dire ma grosse déception des menus, c'est que, et du projecteur, hein, d'une manière générale, il n'est pas capable de switcher automatiquement d'un profil SDR HDR. C'est-à-dire que, imaginons que là, je suis en train de diffuser de l'USDR avec mon PC, et que d'un seul coup, je décide de regarder un film sur Netflix ou un Blu-ray 4K en HDR, peu importe, il faut que j'aille dans la partie image, que j'aille sur appel mémoire et que j'aille sur mon profil HDR pour du coup qui va passer mon laser de 50% à 85%, qui va du coup prendre ma courbe de gamma que j'ai travaillé plus pour le HDR, etc. Donc il y a des différences forcément entre les deux profils SDR et HDR. Donc imaginons que je suis en train de regarder un film, je vais passer de l'un à l'autre. Ce que j'ai dû faire, alors sauf si j'ai loupé un truc et vous me le direz, hein, c'est que je dois appuyer sur la touche memory de la télécommande. Ensuite, je clique sur image, je fais appel mémoire, voilà, et je vais sur HDR si je dois aller sur regarder un film en HDR ou une série en HDR, voilà. Donc là, vous avez la gestion des différentes mémoires images. Vous avez la position de l'objectif, vous pouvez enregistrer la position de l'objectif aussi pour l'associer. Donc ça, c'est si jamais, vous savez, vous voulez passer du 16/9 au 2,35, des fois c'est pas mal de pouvoir bouger tout simplement le niveau de zoom ou bouger l'image. Il y en a, ils aiment bien mettre l'image de 35, la remonter, la descendre, ou alors vous la laissez centrer. Ça, vous pouvez gérer, c'est l'avantage d'avoir une optique motorisée. Voilà, après vous pouvez mettre à jour le firmware et puis tout réinitialiser, ce que j'ai fait quand j'ai reçu le projecteur, parce qu'il était complètement dans les choux, le projecteur, quand je l'ai reçu. Donc la réinitialisation lui a fait très grand bien. Voilà, tout ce que je ne vous ai pas montré. Le dernier truc, c'est la gestion sur la touche lens de la mise au point. Vous allez pouvoir faire la gestion du focus. Après, la possibilité, en appuyant sur la touche lens, de gérer le zoom. Donc là, je suis quasiment au maximum du zoom, puisque je suis à 4 mètres de recul à peu près pour 3 mètres, donc je pourrais aller un petit peu plus loin, mais je pourrais pas trop m'avancer le plus, ce qui est logique, hein, c'est un projecteur typé fond de salle, donc par contre je peux descendre énormément l'image, on va voir l'amplitude de zoom. Donc je vous dis, là je suis à 4 mètres de recul, donc voilà, on peut faire une image quand même assez petite. Par contre, pour remplir l'écran, ouais, il faut quand même le mettre quand même relativement loin, hop. Donc ça reste correct, hein. C'est assez facile, je pense, à intégrer. Et le dernier, c'est la gestion de le décalage optique. Voilà, vous pouvez faire décalage latéral, hop. Du coup, je vais tout péter mes réglages pour vous montrer, mais je le referai correctement après. Et puis au bas, très pratique, hein, pour régler la position de l'image aux petits oignons en fonction de vos conditions d'accueil. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut voir. Vous avez ensuite des rappels sur la télécommande, hein. Si j'appuie sur Color Mode, on retrouve le mode cinéma qui est ici. Si je sors d'ici, j'ai le mode enhance d'image, je vais avoir accès à mes pré-réglages, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre en fonction de ce que je regarde. Vous avez la gestion colorimétrique, la gestion du HDR. Hop. Alors ça, c'est dommage, ça aurait été bien que sur la gestion du HDR, voilà, on puisse automatiquement associer un profil, mais ce que vous pouvez, c'est éventuellement forcer un mode en appuyant sur cette touche-là. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que ça vous aura éclairci les différentes capacités du projecteur avec les menus. Peut-être que vous en avez vous-même un et que vous ne saviez pas qu'il y avait certaines choses dedans qui pouvaient être intéressantes. Ou si vous posiez la question avant de vous lancer dans un éventuel achat, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Je vous remercie et à très bien sur le forum. Bye bye. But